Welcome everyone and Bienvenue thank tout le monde. Merci de votre présence à ce sixième panel de l'ABRC sur les perspectives d'inclusion. Celui-ci met en vedette des collègues de bibliothèque avec des identités intersectionnelles qui a été créé par le groupe de travail sur les diverses identités. Je suis Julie Morin, directrice de l'ABRC. Cette séance sera présentée avec de l'interprétation simultanée. Pour y accéder, vous utilisez l'icône dans la partie inférieure de votre écran. dans le coin inférieur droit de votre écran. J'aimerais prendre un instant pour reconnaître que les panélistes et les participants se joignent de différents territoires de peuples autochtones qui ont vécu et se sont épanouis sur ce territoire depuis des millénaires. Ma maison et mon bureau, qui est maintenant dans la région de la capitale nationale d'Ottawa, est établi sur le territoire traditionnel des Algonquins et Anishinaabe. Nous vous invitons à ajouter vos propres reconnaissances territoriales pour reconnaître les liens avec les peuples, les premiers peuples de ce territoire. Les participants ont été mis en sourdine à l'arrivée. Vous pouvez ajouter vos questions dans la partie questions-réponses dans la partie inférieure de votre écran. Les organisateurs et organisatrices de l'événement s'engagent à offrir une expérience sécuritaire engageante. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Suzanne Haig, directrice générale de la BRC, dont les coordonnées sont dans le clavardage. Nous allons aussi enregistrer l'audio et la vidéo de cette réunion. Nous allons commencer avec Kayla, qui est diplômée en littérature anglaise. Elle se questionne sur Paige se questionne sur l'accessibilité. Elle travaille dans le domaine depuis 9 ans et 5 dans sa poste actuelle. Elle préside le comité de la fierté uniforme. Elle fait partie aussi de différents comités qui méritent de l'équité et elle est aussi autrice. Son premier mémoire qui s'appelle My Body is Distant, qui sera publié par ICW Press. Sans plus tarder, j'invite Paige à animer la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici au sixième épisode de la série sur la diversité. Mon nom est Paige Mellott. Je suis une femme trans avec un handicap invisible. Je travaille comme spécialiste d'accessibilité à l'Université McMaster dans les bibliothèques. Les bibliothèques McMaster encouragent activement aux employés d'élargir leur perspective et de s'engager dans du travail de comité. Dans cette capacité, je fais partie de différents groupes de diversité et d'inclusion, notamment notre comité EDIA, notre groupe de travail sur l'accessibilité. Je préside aussi notre comité de fierté syndicale locale. Je travaille à Hamilton, en Ontario, qui se trouve sur le territoire traditionnel des Mississauga et des nations Haudenosaunee, dans le territoire qui est protégé par l'entente Wampum Dish with One Spoon. Aujourd'hui, je communique de Thunder Bay, juste à côté de l'Université Lakehead, qui est située sur le territoire traditionnel de la nation Fort William, signataire du traité Robinson. Je vous encourage à en savoir plus sur les ressources autochtones et vous informer sur les territoires traditionnels que vous partagez. Suivant le thème d'aujourd'hui, j'aimerais aussi célébrer les personnes avec fluidité de genre et les bispirituels en lisant l'article Two Spirits, One Struggle. Les difficultés d'être membre de Première Nation et d'être gay. Klassen, l'auteur, écrit historiquement, les personnes autochtones avec deux identités étaient vénérées dans la culture autochtone, étaient vues comme des visionnaires, des guérisseurs. En ayant des traits masculins et féminins en même temps, les personnes bispirituelles avaient la capacité de passer entre les rôles de genre et se faisaient remettre des responsabilités spirituelles importantes. Par conséquent, le terme bispirituel n'est pas un nouveau concept et a été choisi durant une conférence internationale de militants gays et lesbiennes à Winnipeg en 1990 pour remplacer le terme berdache, un terme français dénigrant qui se traduit par un homme prostitué.
Le terme bispirituel n'est pas utilisé exclusivement par toutes les Premières Nations, mais Klassen, l'auteur, affirme que pour certaines personnes, être bispirituel représente aussi leur expérience distincte des Premières Nations et leur tradition, et la façon dont la culture et l'identité de genre sont interreliés. Les rôles de genre étaient fluides dans les sociétés précoloniales. Il y avait des mots pour décrire jusqu'à 6 genres différents au-delà de du côté binaire homme-femme, qui a été trouvé dans plusieurs nations, les Premières Nations autochtones écrites, où ont le terme IIQ, ni homme ni femme. Et les Navajos les décrivaient comme Nelehu, ou une personne qui change, pour aider les personnes à déterminer le genre auquel ils étaient attirés. Il y avait des rites de passage. Ce n'est qu'à l'arrivée des pensionnats indiens fédéraux à la fin du 19e siècle et la prolifération agressive de l'influence chrétienne qu'être gay ou homosexuel était stigmatisé. Alors que nous allons conclure les dernières célébrations de la fierté de l'année, qui est aussi une période de temps durant laquelle les personnes trans, et surtout les personnes trans de couleur, vont vivre plus de scrutiny, vont être plus scrutées par le monde politique. Il faut réfléchir à ces pratiques autochtones et comprendre les différentes façons de vivre son genre, qui n'est pas un nouveau phénomène, parce que c'est quelque chose qui a toujours existé partout au monde. Je vous félicite de participer à la discussion pour parler des façons dont le sexe et le genre peuvent se recouper. Il peut y avoir un recoupement avec les handicaps, la race, l'immigration et la culture. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, il faut définir le terme intersectionnalité. Il y a 34 ans, la militante féministe noire et aussi universitaire Kimberly, Kimberly Winsquitchar qui avait parlé d'un terme juridique obscur. Comment les identités peuvent se recouper. Mais Crenshaw, universitaire, 3 ans plus tard, avec la revue Time, avait repris le terme en décrivant ce que signifie l'intersectionnalité pour elle aujourd'hui. Et cette citation a été établie un mois avant la crise de la COVID et la droite a trouvé une nouvelle façon de s'en servir. Lorsqu'on a demandé à Crenshaw qu'est-ce que signifiait pour elle l'intersectionnalité aujourd'hui, elle a dit, je cite, aujourd'hui, je commence par décrire ce que l'intersectionnalité n'est pas, puisqu'il y a de la distorsion. Ce n'est pas une politique d'identité sur le stéroïde. Il ne s'agit pas d'un mécanisme pour transformer les hommes blancs comme les nouveaux parias. Il s'agit d'une perspective, un prisme pour voir la façon dont différentes façons d'inégalité vont fonctionner ensemble et s'exacerbent ensemble. Nous tendons à parler de la race et de l'égalité comme des choses séparées de l'inégalité fondées sur le genre, la classe, la sexualité ou le statut d'immigration. Ce qui manque cependant, c'est comment certaines personnes sont assujetties à toutes ces formes de discrimination. Et l'expérience n'est pas nécessairement la somme de ces parties. Fin de la citation. À mon avis, cette citation est une bonne façon de commencer la discussion aujourd'hui. Mais avant de le faire, permettez-moi de demander à chaque panéliste de se présenter. Et je vais lire leurs noms et les interpeller. Ashley Manhas, Claire Laurent, Rachel Chong et Carly McLeod. Je peux procéder en ordre. Si vous voulez bien vous présenter rapidement, en commençant par Ashley. Merci beaucoup, Paige. Bonjour tout le monde. Je suis Ashley Manhas. Mon prénom est elle. Je suis bibliothécaire à l'Université Capilano en Colombie-Britannique sur le territoire traditionnel des Squamish, des Wet'suwet'en et Musqueam. Je suis une diplômée de première génération. Mes grands-parents ont immigré de l'Inde et nous sommes établis sur l'île de Vancouver, ce qu'on appelle maintenant Nanaimo. J'ai travaillé dans des bibliothèques universitaires depuis 4 ans
et je pense beaucoup à l'inclusion dans ces espaces. Mes intérêts de recherche portent sur l'orientation et la rétention des bibliothécaires racialisés. Merci, Ashley. Je vais maintenant demander à Claire de se présenter. Je m'appelle Claire Laurent, mais mon pronom est elle. Je suis la bibliothécaire de métadonnées de découverte à la bibliothèque Quantup Polytechnique à Surrey, en Colombie-Britannique. Nous sommes établis sur Musqueam, Chewatan et Kikai. Je suis bibliothécaire philippine en début de carrière. J'ai obtenu mon diplôme en sciences de bibliothéconomie en 2019. Je m'intéresse à la description, la classification, la diversité et l'inclusion et les métadonnées qui s'y rattachent. Rachel, maintenant. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rachel Chang. Mon pronom est elle. Normalement, je travaille avec Claire sur le campus Surrey, mais aujourd'hui, je travaille de la maison. Je vous parle du territoire traditionnel non cédé, les Kwatan de Katy, les Storage de Wasanachak et la Première Nation du traité Kwati. Je suis à l'Université Polytechnique depuis plus de 4 ans. Je suis bibliothécaire de les Autochtones. Mon portefeuille a été élargi pour avoir l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. EDIA, j'ai les deux portfolios. Avant de travailler à cette université, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des bibliothèques comme paraprofessionnel, superviseur. J'ai obtenu ma maîtrise en bibliothéconomie. J'ai travaillé dans différentes bibliothèques, des bibliothèques publiques, universitaires, des bibliothèques spécialisées. Au monde d'identité, ma famille est métisse. Mon nom de famille vient de mon époux qui est canadien chinois et je vais m'en tenir à ça. Merci. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec Carly. Bonjour, je suis Carly McLeod. J'utilise le pronom elle et elle. Je suis bibliothécaire d'enseignement à l'Université McMaster, située sur le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe et Haudenosaunee. À l'Université McMaster, j'aide les étudiants à devenir des meilleurs chercheurs par de l'instruction en classe ou par des consultations individuelles. Mon parcours vers la bibliothéconomie n'a pas été linéaire. J'ai pu intégrer mes expériences de vie dans mon travail. Je suis la première personne de ma famille à avoir une éducation postsecondaire. J'ai travaillé pendant quelques années en tant que paraprofessionnel. Je suis heureuse d'être une bibliothécaire neurodivergente. Je me, je m'intéresse beaucoup aux capacités de recherche. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons passer immédiatement à des questions. J'aimerais vous informer que je vais poser des questions à quiconque, mais si personne ne se porte volontaire pour répondre, je vais peut-être devoir vous interpeller individuellement. Quel conseil voulez-vous donner à des collègues professionnels avec une identité intersectionnelle et s'intéressent à un travail en bibliothéconomie? Avez-vous des conseils? Ashley, merci Paige. Tout d'abord, mon conseil serait l'affirmation. Vous apportez une perspective importante qui s'efforce de se diversifier. En tant que conseil pour poursuivre le travail en bibliothèque, les postes affichés vont de plus en plus exprimer l'intérêt pour des identités diversifiées. Nous voyons aussi des postes réservés pour des personnes avec une identité autre. Pouvez-vous déterminer comment votre identité peut renforcer votre travail? J'ai réussi en partageant mes réalités en tant que personne racialisée dans des processus de demande d'emploi avec ma lettre de présentation et dans différentes démonstrations d'enseignement. Il faut connaître votre
degré de confort à partager votre identité. Dans des entretiens, j'ai parlé comment mon identité va informer mon travail avec des étudiants historiquement euh, qui ont été historiquement discriminés. C'est impossible de séparer ça de mes expériences personnelles. Et ça peut être assez difficile émotionnellement, surtout lorsque je parle à des étrangers, quand je ne sais pas comment ça sera reçu par le comité d'embauche. Donc, vous devez vous questionner sur votre degré de sécurité. Dans le domaine, vous devez vous présenter comme vous êtes, mais protégez-vous. Durant la conversation avec différents conférenciers le 19 mai sur une conférence sur la diversité, on parlait de se présenter pleinement au travail. Et comment on choisit de se présenter peut varier d'un jour à l'autre, là. Ils ont mentionné que nos vies diffèrent de jour en jour. Mais c'était quelque chose à laquelle je m'identifiais. Parfois, je suis heureuse de présenter certains aspects de mon identité au travail, surtout lorsque je travaille avec des étudiants, alors que je sais que ça va informer ma pratique en bibliothèque de façon positive. Mais d'un autre côté, parfois, je ne veux pas être impliqué dans quelque chose qui fait appel à mon identité. Je ne veux pas utiliser une identité au travail. Parfois, la blancheur peut être neutre et toutes les autres identités sont considérées comme autres, hein. Donc, être appelé comme étant l'experte en diversité, je pense que ça peut être difficile d'être comme une femme racisée. Parfois, mon identité est visible et parfois c'est invisible. Ultimement, je vous conseille de vous présenter comme vous êtes avec votre identité intersectionnelle, mais il faut se protéger, même avec de plus en plus d'ouverture vers le DIA. Nous avons des environnements de travail homogènes, ce qui peut vous isoler. Partagez vos histoires qui se rattachent à vos identités quand vous êtes à l'aise. Votre identité peut guider votre pratique car il s'agit d'une force. Il s'agit d'une composante importante pour votre travail et pour notre profession, mais protégez vos ressources. Sentez-vous à l'aise de vous engager seulement dans les choses pour lesquelles vous avez de l'énergie. Et ça peut changer d'un jour à l'autre parce que des valeurs entourant l'équité, la diversité et l'inclusion n'est pas toujours protégée dans les bibliothèques universitaires. Et l'intersectionnalité peut être complexe. Nous sommes tous des êtres humains et faisons de notre mieux pour naviguer des situations complexes. Merveilleux. Claire, voulez-vous ajouter quelque chose d'autre? Excuse, il y avait des travaux dans mon bureau. Ashley a bien répondu à la première question, mais je voudrais faire du pouce sur sa réponse. C'est important de choisir une bibliothèque universitaire qui correspond à vos valeurs et vos objectifs. Par exemple, si vous avez une bibliothèque universitaire qui vous intéresse particulièrement, faites vos recherches sur cette bibliothèque. Lisez la déclaration sur le DIA, examinez les affirmations par rapport aux actions. Vous pouvez voir s'il y a des employés avec des identités intersectionnelles et essayer de communiquer avec ces personnes. Vous pouvez aussi communiquer avec votre réseau pour voir si quelqu'un peut vous donner des commentaires sur un établissement particulier que vous envisagez. Si vous avez un entretien, dans le processus d'entretien, n'hésitez pas à poser les questions qui portent sur le DIA. Je pense que c'est important pour votre travail et vos carrières. Par rapport aux ressources, je suis convaincu que quelqu'un ajoutera le lien dans le clavardage. L'ALA a de belles ressources pour des personnes avec des identités intersectionnelles. Il y a une section qui s'appelle Centre de ressources BIPOC. Il y a aussi le Green Book pour les bibliothèques. C'est un système pour les archives, les systèmes d'information. J'ai seulement appris sur ce Green Book récemment. Je ne l'ai pas exploré en détail, mais il s'agit d'une ressource qui semble intéressante pour les personnes comme moi, noires, racialisées ou autochtones. Faites vos recherches, c'est un très bon conseil. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut même aller au comité de DIA. Donc, tout autre travail que vous allez faire, en fait, de préparation préalable, ça va peut-être épargner du stress. Alors, question numéro 2 maintenant. Donc, il faut bien respecter l'horaire.
C'est une question assez étendue, assez générale. Vous pouvez répondre en partie, en tout ou en partie. Des écoles de bibliothéconomie jusqu'à la présentation de votre candidature, votre postulation pour avoir la permanence, les promotions. Quels sont les changements importants en 2023 ou 2024, en fait, que vous aimeriez proposer pour assurer les résultats? Une stratégie pratique pour aider les bibliothèques universitaires à attirer et de retenir des collègues qui ont des identités intersectionnelles. Alors, à vous de répondre, à vous de recadrer la question. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient commencer pour commencer, lancer? Claire. Oui, j'aimerais parler de mon expérience aussi. En fait, j'étais un problème de maîtrise en fait 2020, quand je faisais la maîtrise. Je travaille aussi, en fait, à temps plein à la bibliothèque. Donc, j'avais mon travail. Et en fait, moi, je devais faire le intake. Donc, je n'avais pas de logement, ou des accommodements. Je n'avais pas eu d'accommodement pendant que je faisais mon cours. J'ai fait la demande. J'avais quand même le professeur m'ont beaucoup aidé, les personnes de l'école de bibliothéconomie m'ont soutenu. Et si on veut attirer les diversités, il faut la flexibilité pour savoir ce que les apprenants divers ou avec une diversité, ce de quoi ils ont besoin, leurs besoins en particulier. Merci beaucoup de cette. Et si vous avez des commentaires, des questions dans le chat, s'il vous plaît. Donc, on va répondre à toutes les questions qui sont dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Rachel, Chang? Moi, je me répéter ce que Carly vient de nous dire. Beaucoup de jeunes professionnels intersectionnels, lorsqu'ils commencent dans la pression, ils viennent de façon alternative. On ne devient pas nécessairement bibliothécaire partout. Alors, encourage les bibliothèques, en fait, comment est-ce qu'on peut recruter à l'intérieur? Embaucher des personnes avec comme des commis ou comme des, en fait, et essayer de se réaliser dans la profession, de commencer à avancer dans la carrière. En fait, beaucoup de mes collègues intersectionnels ont commencé par une approche para-professionnelle et ensuite ils ont été encouragés d'aller plus loin et de s'inscrire dans les hautes études ou les études supérieures. Ça, c'est une possibilité de croissance. Une autre façon de le faire, c'est d'offrir la formation, l'expérience, ou peut-être des programmes coopératifs. Les personnes qui peuvent avoir l'expérience pratique et commencer à avoir l'expérience professionnelle. Et ça peut être très valable de faire en fait un projet stage-études. Je pense que c'est une très bonne idée. Comme moi, j'ai fait le stage-études et puis pendant les stages, ça m'a aidé beaucoup. Donc, ça me donne les compétences nécessaires, mais aussi pour créer des relations, des rapports avec d'autres professionnels dans le domaine. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est la formation à l'intérieur de l'université. Avant même d'embaucher ces personnes, si votre établissement est convivial, si vous n'avez pas essayé d'établir une convivialité ou un sens d'accueil aux personnes intersectionnelles, vous allez peut-être les embaucher, mais est-ce que toute l'université de l'établissement va les accueillir, va offrir des espaces sécuritaires? Et voilà les trois choses que j'aimerais rajouter. Claire, à vous? Moi, j'aimerais rajouter à ce que Rachel et Carly, j'étais à une séance de Terida, Anna Tekshai, on va le voir dans le chat, directeur, inclusion et intelligence, à Caroline du Nord. Ils ont parlé de recadrer, en fait, les tactiques de rétention. Premièrement, il y a le recrutement. Il faut être certain, il faut assurer la transparence. Il faut être honnête où vous en êtes sur l'échelle EDI. Et puis, il faut les préparer aussi. Il faut les envoyer les questions à l'avance, peut-être, les bien préparer. Il y a le site web de l'Association de la Colombie-Britannique. Il parle des EDI, stratégies EDI.
Il y a des coffrets d'outils et c'est très utile, fait que les gens se préparent. D'autres suggestions que vous voyez dans le coffret d'outils, vous envoyez de reconnaître la valeur de l'éducation, de l'expérience à l'extérieur du Canada, ce qui vient d'extérieur. Assurer que dans le personnel BIPOC aussi. En ce qui concerne la rétention, ce que j'ai chez nous, il y a et soutenir le, la formation permanente aussi et continue, la formation continue, investir dans le perfectionnement, surtout pour ceux qui sont en début de carrière. Aussi, même les personnes qui sont dans la mi-carrière aussi, ils ont besoin de perfectionnement ou de professionnel. Oui, et c'est sûr qu'on va en fait essayer de les faire avancer, tout le monde, tous les personnels de la bibliothèque, non seulement les bibliothécaires, mais aussi toutes les personnes. Il faut assurer la possibilité d'avancement pour tous. Merci beaucoup, Lauren, en fait, d'avoir affiché tout de suite pouvoir regarder dans le chat pour voir les références, les liens qui ont été prononcés. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de procéder à la prochaine question? La troisième question maintenant. Comment est-ce qu'au début de carrière, en fait, les jeunes collègues ou les jeunes professionnels peuvent commencer à penser à la possibilité d'avancement? Mentorat, par exemple, pour les personnes qui font partie de l'intersectionnalité. Claire, et vous en avez déjà glissé quelques mots là-dessus pour le début de carrière. C'est au début de la carrière, il faut fixer des objectifs et une échéance claire. Ensuite, vous avez l'échéance, vous dire les connaissances, expériences que vous voulez acquérir. Pour les mentorats, moi, j'ai participé avec des mentorats. Moi, par exemple, en fait, c'est l'association de bibliothécaires minoritaires. J'ai participé et parce que j'étais jumelé avec une personne qui a la même expérience que moi. Donc, c'était une association. Donc, ça m'a permis de développer ma confiance et de développer un bon réseau en ce qui concerne de renforcer le réseau. Il faut se joindre des groupes d'affinité, des groupes d'intérêt, participer à des conférences. Des fois, ça coûte cher pour aller aux conférences et il n'y a pas toujours nécessairement. Mais chercher, il y a des possibilités de bourse ou de soutien. Au mois de mai, j'ai une conférence j'ai une bourse en équité et diversité, ce qui m'a permis d'aller à Pittsburgh. Ça m'a permis en fait, d'élargir mon réseau. Ce qui concerne la littérature, par exemple, j'ai lu un article, Hewley Burks, en 2021. C'est le mentorat avec les pairs. Ceux qui ont dit les mentorats par les pairs, selon les auteurs, ça nous fournit le mentorat, des relations de mentorat avec le partage du savoir pour soutenir et fidéliser les bibliothécaires. Ils ont ajouté souvent les bibliothécaires et les professionnels de l'information font beaucoup de travail invisible. Donc, c'est pour ça, ceci étant dit, un des conseils qu'ils ont donné dans cet article, des établissements bibliothécaires doivent faire le mentorat par les pairs et pour les pairs. Et donner une rémunération peut-être pour le travail qu'ils investissent, une espèce de rémunération et que ce soit axé sur le respect. La rémunération, c'est une bonne idée pour quand vous faites le mentorat. Excellente suggestion. Et j'aimerais renforcer ce message. Ça va vous permettre d'étendre vos... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire un commentaire? Ashley? Oui, moi aussi, comme Claire, j'ai participé
mentorat formel, informel. Le programme Mach 2 que je recommande, c'est j'ai vu des bons. Il y avait une bibliothécaire établie qui m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais à la recherche d'un poste. Et donc, pour les mentors informels, c'était par le père. C'était un autre bibliothécaire de recherche dans ma région, dans la même région géographique. Euh, Elle m'a aidé beaucoup à me situer comme nouvelle bibliothécaire. Et s'occuper vraiment de moi. J'étais vraiment reconnaissant. Mais elle n'a pas été rémunérée. Elle a fait ça gratuitement. Alors, j'ai soulevé la question avec qui va faire le mentorat et comment est-ce que les nouveaux bibliothécaires, les nouvelles bibliothèques peuvent avoir accès. Moi, ça m'a aidé beaucoup. C'est un genre de processus naturel, organique, mais c'est sûr qu'on avait un peu on partageait un peu les mêmes identités et j'avais confiance en elle. Mais ça a vraiment dit, le mentorat, c'est sûr, c'est nécessaire, surtout dans les établissements de tendance blanche. Ce que j'ai vécu dans le mentorat, c'est positif. Mais ce n'est pas une recette unique pour tout le monde, c'est sûr. Il faut savoir qu'est-ce qui vous convient, les risques. En fait, il ne faut pas répliquer les cultures dominantes. Ça peut avoir un impact sur. Si on essaie de faire l'assimilation dans une culture dominante, au lieu de bâtir sur les forces de la personne pour les accueillir. Et ça va, où sont les lacunes dans l'établissement? Surtout pour les personnes avec les identités intersectionnelles. Parce que les positions en place ne sont pas toujours favorables. Donc, il faut personnaliser chaque approche où les personnes qui reçoivent le mentorat obtiennent le soutien, l'aide à la navigation et le renforcement des compétences pour assurer le perfectionnement permanent. Mentor aussi m'a beaucoup aidé moi-même personnellement. Mais c'est des personnes. Les personnes ne voyaient pas les déficits que j'avais à cause de mon âge, la race. Je félicite les collègues qui nous créent l'espace pour aider les bibliothécaires au travail des bibliothèques, utiliser nos compétences pour avancer nos carrières et pour faire avancer les besoins de toute la profession. C'était vraiment positif comme expérience. Et le commentaire qui vient de Claire. On a besoin de recherche, mentorat. Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas forcément toute l'expérience de recherche et on a besoin de mentorat pour approfondir nos compétences. Autre réponse? Rachel, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas commencé tôt dans ma carrière, mais moi, je suis bibliothécaire diplômé depuis 10 ans déjà. Donc, mais quand j'ai commencé il y a 10 ans, à la fin de mes études, j'ai investi beaucoup dans le travail avec les associations. Moi, je suis en Colombie-Britannique. CLA, l'Association des bibliothèques de Colombie-Britannique. Je travaille avec les Premières Nations et j'ai commencé à développer les relations avec d'autres bibliothécaires autochtones, indigènes. C'est beau d'avoir une place de rencontre où on a pu partager. Et plus récemment encore, je vais partir du conseil des associations de prairies et pacifiques pour les bibliothécaires. Et surtout pour identifier les bibliothécaires d'origine autochtone. Et c'était vraiment une belle assemblée, une belle association. On s'explique, on se situe où est-ce qu'on est, en fait, d'avoir la prise de position commune. Ce groupe, en fait, pour les bibliothécaires indigènes, ça n'existe pas au début de ma carrière, mais je suis très content que ça existe maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de différentes façons. J'ai fait la transition vers les bibliothèques universitaires depuis 4 ans. Ce que j'ai trouvé des personnes pour faire la collaboration. Avant, je travaillais dans une bibliothèque publique, donc je n'avais pas beaucoup d'écouter les publications, recherche universitaire.
Il y avait beaucoup de gens qui voulaient collaboration, de faire des co-créations, co-publications. Donc, et c'était pas bon pour moi d'apprendre toute la procédure de publication. Et maintenant, j'apprends toujours quand je parle avec mes collègues, quand on parle de même de la publication de recherche. Voilà mes trois conseils. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant d'aller plus loin avec les questions? Quatrième question. Quelles sont vos forces, en fait, que vous ajoutez à la bibliothèque? Comment est-ce qu'on peut améliorer le contexte des bibliothèques? Est-ce qu'on va demander peut-être à Claire? Carly, excusez-moi. Moi, je suis très conscient de l'accessibilité. Moi-même, je traite les informations différentes. Moi, je suis très visuel, j'ai dyslexique et je suis mes forces que je peux amener. C'est les compétences d'accessibilité. Moi, je peux penser les procédures, donner du feedback. Et pour aider, innover et pour sécuriser la charge de travail. Comment est-ce qu'on peut aider les étudiants? Ce que j'aime beaucoup, collaborer avec mes collègues. En fait, trouver des objets d'apprentissage et comment, surtout, d'utiliser les technologies de façon convenable. Souvent, on a créé des technologies accessibles, mais des fois, c'est tout un défi. On ne sait pas comment le faire. Moi, j'ai des gens, certaines qui aiment la procédure, ils en profitent pleinement. Et pour démystifier beaucoup de choses qui semblent être compliquées. Et quand les personnes dans la bibliothèque qui ont avec des expériences vécues diversité, je pense que Bibliothécaire pour essayer d'améliorer notre expérience des services. D'une certaine façon, moi, ce que je comprends personnellement, il faut vraiment défendre les étudiants qui ont des expériences de diversité. Merci beaucoup. C'est combien vrai? En fait, technologie accessible, c'est sûr. Souvent, on va les adapter dans notre travail au jour le jour. Combien de fois, par exemple? En fait, c'est un avantage pour nous tous. Merci beaucoup. Peut-être on va avancer pour les dernières questions. De quoi vous êtes fier de votre travail en tant que avec des professionnels avec une identité intersectionnelle? Qu'est-ce qui vous fait inspire tous les jours quand vous vous levez le matin? Ashley, est-ce que vous commencez? C'est très, très bien. J'aime beaucoup cette question. Quand je me lève le matin, j'ai beaucoup été inspiré par Carly. Library professional in an academic setting when it inspires moments of connection at the student level. Donc, j'aime beaucoup ce que Carly. Plus tôt, j'ai vu un jeune qui voulait étudier dans le contexte asiatique. C'était très intéressant de voir ce qu'elle a obtenu dans notre séance bibliothécaire. Et j'ai appris de son chargé de cours que le chargé de cours voulait encourager l'étudiante à partager ses intérêts avec lui, mais en vain pendant 5 semaines. Elle n'était pas à l'aise de partager ses intérêts en plusieurs semaines et elle l'a fait immédiatement avec moi. Le fait que nous avions des identités racialisées avait beaucoup à voir avec cette situation. J'ai compris que ses intérêts de recherche étaient importants pour elle et j'ai validé ses intérêts de recherche. Je suis convaincu que d'autres panélistes ont la même expérience que moi. Je sais que parfois, mon identité visible fait en sorte que les étudiants sont à l'aise de partager leurs intérêts avec moi. Je peux parfois permettre à des étudiants de s'identifier à moi, étant donné que je suis racialisé. Ce n'est pas le cas pour tout le corps professoral et je m'en sers dans ma pratique bibliothécaire. Très bon point. Absolument, la représentation importe. Claire, je t'ai vu. La représentation est très importante.
que nous parlions des personnes qui se sentent à l'aise à s'affirmer et à s'épanouir dans un environnement de bibliothèque, ou que ce soit de pouvoir avoir une personne avec laquelle on se sent à l'aise pour parler de ces enjeux. C'est une façon de bâtir des communautés fortes. Claire, maintenant, vous pouvez poursuivre. J'aimerais parler du sujet de la représentation. Dans les services techniques, mon approche est informée par mon contexte culturel. En tant que bibliothécaire de couleur, je voulais mettre en place des initiatives EDIA dans les services techniques, comme décoloniser les métadonnées. Nous avons commencé à le faire dans mon département. Récemment, nous avons mis en œuvre une classification autochtone. Nous avons organisé une collection autochtone. Nous avons aussi commencé à intégrer différents vocabulaires dans nos vedettes matières. Nous avons utilisé un vocabulaire LGBTQ+ dans notre catalogue. Ces mesures peuvent amplifier des voix qui ne sont pas suffisamment entendues. Mon identité m'inspire beaucoup à Merveilleux. poursuivre mon travail. Merci beaucoup, Claire. Il nous reste une question. Je vous rappelle que nous avons au moins une ou deux questions dans la section questions-réponses. Je pense que ce serait un bon moment de terminer ici pour pouvoir répondre aux questions soumises par l'auditoire. Dernière question. Comment avez-vous bâti une communauté dans votre contexte qui vous soutient? J'aimerais entendre chaque panéliste répondre à cette question. Nous pouvons commencer par Rachel, si vous le voulez bien. Bien sûr, je peux commencer. Merci, Paige. J'ai été dans différentes bibliothèques, ce qui m'a donné différentes perspectives pour bâtir des relations dans différents contextes. Surtout dans les bibliothèques universitaires, il y a le potentiel de développer des relations dans son contexte de bibliothèque locale, mais aussi dans l'ensemble de l'établissement. J'ai travaillé avec différents membres du corps professoral dans différents projets. J'ai pu apprendre et bâtir des relations avec l'établissement. En dehors de l'établissement, j'ai cherché des collaborations avec d'autres professionnels du milieu des bibliothèques. C'était une belle opportunité d'apprentissage. Parfois, c'est bien d'avoir une perspective externe afin de pouvoir faire des comparaisons. J'ai eu le plaisir de collaborer avec des bibliothécaires autochtones dans différents établissements. J'ai pu travailler à la fois dans la publication et aussi dans l'écriture. J'enseigne à Langara dans notre programme pour les personnes autochtones en milieu des bibliothèques. Ces opportunités de collaboration peuvent renforcer les relations. Ça offre aussi un système de soutien informel. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, absolument, merci. Maintenant, Claire, comment as-tu bâti une communauté dans ta bibliothèque qui te soutient? En tant que bibliothécaire en début de carrière, j'ai décidé de m'inscrire dans différentes listes d'envoi. J'ai pu ainsi avoir des liens dans la communauté. J'ai suivi mon programme de bibliothéconomie en ligne. Avec les listes d'envoi, j'ai pu apprendre LipLock, un réseau de bibliothécaires. J'ai aussi été bénévole dans le programme de mentorat. J'ai pu rencontrer des personnes et bâtir mon réseau. Notre bibliothécaire universitaire offre beaucoup de soutien et d'encadrement dans le perfectionnement professionnel. J'ai aussi trouvé un système de mentorat entre collègues. Par exemple, Ashley ici et moi avons été à l'école de bibliothéconomie ensemble. Avec une autre camarade de classe, nous avons créé un système de mentorat
informel. Nous regardons nos CV, nous faisons des simulations d'entrevue, nous donnons des conseils pour naviguer les contrats dans le milieu des bibliothèques. Je suis souvent communiqué avec Rachel. J'ai eu des conseils sur la première année en tant que bibliothécaire universitaire. Elle m'a donné des conseils pour passer la période probatoire. Il y a aussi des liens des personnes de couleur, des personnes autochtones, des personnes noires dans d'autres bibliothèques. Fantastique. Carly, qu'en est-il pour vous? J'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes qui offrent beaucoup de soutien. Des personnes dans mon unité. Nous collaborons, nous partageons des idées. J'ai appris que c'est correct d'être qui je suis. Je pose beaucoup de questions. Je suis très reconnaissante de leur patience envers moi. J'ai décidé de me présenter de façon authentique au travail. En plus des personnes avec lesquelles je travaille régulièrement, j'ai des belles opportunités comme celle-ci. Je prends part à des conférences et des ateliers qui présentent différentes perspectives. Nous pouvons voir la communauté dans d'autres contextes. Je vois les possibilités. C'est bon sur le plan professionnel et personnel et je bâtis mon propre réseau de soutien. Je me suis tourné vers l'extérieur de l'établissement pour trouver des opportunités de collaboration. Parfois, il y a de l'expérience partagée et des intérêts de recherche partagés. Pour ma part, j'ai pu assembler ma propre communauté et je peux l'amener avec moi partout où je vais. Je me sens très fortuné d'avoir des opportunités semblables à McMaster. C'est merveilleux. Maintenant pour Ashley. Merci. J'ai commencé avec un petit réseau. J'étais dans la gestion des archives. J'ai pu rencontrer quelques personnes là, mais quand j'ai décidé de poursuivre dans le milieu des bibliothèques universitaires, j'ai réalisé que je ne connaissais personne. Puis comme Claire l'a dit, il était possible d'établir des liens, même en suivant le programme en ligne. Nous avions des listes d'envoi. Nous avons pu nous entraider lors de notre recherche d'emploi. Ça a été très utile. J'ai aussi participé à du mentorat formel, ce qui est utile pour bâtir la communauté. Ça peut être en fonction des intérêts ou en fonction de la région géographique. La communauté n'a pas besoin d'être limitée à votre région géographique. Avant d'établir des liens avec d'autres personnes, je me sentais isolé. Je lisais le fil Twitter de d'autres bibliothécaires, ce qui a validé certaines de mes expériences. La communauté virtuelle est tout aussi importante. Tout comme les autres opportunités en bibliothèque, il peut parfois prendre un certain temps pour obtenir l'emploi en bibliothèque officielle. Il faut piger dans son propre réseau pour voir s'il y a des aspects d'identité partagés ou des expériences partagées. J'ai du soutien d'amis à l'extérieur de la bibliothèque parce que nous avons des expériences partagées par rapport à nos identités. Il y a des parallèles entre les enjeux de ce domaine avec le milieu de la santé, le milieu social, le milieu gouvernemental. Vous pouvez étendre la communauté de cette façon. Mais dans le milieu des bibliothèques, j'adore prendre des marches. Avec mes collègues, nous sortons des murs de la bibliothèque. Les discussions sont différentes à l'extérieur de l'édifice. Il est possible de bâtir des relations à l'extérieur du travail officiel. J'ai aussi fait en sorte d'avoir de l'espace pour les autres. C'est une autre façon de bâtir des communautés. Ça peut être très utile pour les jours où il faut exprimer ses frustrations. Nous avons remis en question certains des récits dominants, ce qui aide à bâtir la communauté et renforcer la résilience. Il faut aussi offrir autant de soutien qu'on en reçoit. C'est une façon de bâtir la communauté. Même si vous êtes nouveau dans le milieu des bibliothèques, comme Carly l'a dit, vous avez tout un vécu qui peut être utile à partager. Enfin,
La participation à des conférences virtuelles comme celle-ci est une bonne façon de rencontrer des personnes et d'être en communauté avec d'autres personnes, peu importe où vous êtes. Fantastique, merci beaucoup. J'aimerais vous remercier d'avoir été vulnérable et d'avoir partagé vos perspectives.